Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Pascal de la Tour du Pin. Et Olivier D'Artigol, chroniqueur politique, Véronique Jacquier, journaliste politique à CNews, nous ont rejoints dans ce studio. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là. Nous sommes Bonsoir, avec Pascal. Bonsoir à tous. Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP et auteur de l'ouvrage Métamorphose française, état de la France en infographie et en images. C'est passionnant ce que l'on se dit depuis un quart d'heure. C'est pour ça que nous voulions poursuivre cet entretien. Votre livre dresse une photographie, c'est une photo de notre société et comment nous en sommes arrivés là. Je voulais aborder la question de l'immigration. Donc, à travers les prénoms, c'est très intéressant. En 1900, il n'y avait aucun nouveau-né en France, en 1900, qui portait un prénom arabo-musulman. En 2021, ils sont 21%. Est-ce que c'est la grande mutation, Jérôme Fourquet ? Alors, c'est une des transformations que le pays a connues. Alors, on peut remonter peut-être à une période moins ancienne que le début du XXe siècle. Si on prend même le début des années 50, le pourcentage de nouveau-nés qui recevaient ce type de prénom en France, quand on dit la France, c'est la France contemporaine, hein, les anciens départements d'Algérie ne sont pas comptabilisés dans le fichier sur lequel on a travaillé. C'était à peu près 1%, parce qu'il y avait des familles qui étaient arrivées au moment de la reconstruction des 30 Glorieuses pour rebâtir le pays, travailler dans les mines et les usines ou dans l'agriculture dans certaines régions. Puis, début des années 60, l'arrivée des harkis en France. Et donc, on voit le développement de ces prénoms qui s'est poursuivi, qui a abouti aujourd'hui au score de 21% des naissances. Alors, attention, ce chiffre a été très commenté, il est parfois instrumentalisé. C'est pas 21% de la population, c'est 21% des gens qui naissent. Puisque les personnes les plus âgées, les fameux boomers, sont encore très nombreux en France, et la proportion de personnes portant ce type de prénom dans ces générations-là est assez faible. Deuxième précaution à prendre, attention, ce chiffre, il ne faut pas le considérer d'un bloc. Quand on fait la liste, c'est des milliers de prénoms différents. Quand on les dépouille un à un, ces listes, on voit apparaître d'abord la grande famille des prénoms maghrébins, mais dans ces prénoms maghrébins, on a des prénoms d'origine kabyle et non kabyle, donc on voit qu'il y a des sous-groupes. On a aussi toute une famille de prénoms turcs avec kurdes et non kurdes. Et puis on a également des prénoms d'obédience musulmane, mais qui se raccrochent à des pays d'Afrique subsaharienne, Mali, Mauritanie. Et donc ce sont encore d'autres populations. Donc si on veut reprendre l'image un peu de l'archipélisation du pays, on voit comment notre société française... Ça, c'était votre livre de 2019. Voilà, c'était fragmenté. On a parlé de l'effondrement de la vieille matrice catholique. On pourrait parler aussi du déclin du Parti communiste, la perte aussi d'influence des grands médias de masse. Voilà, l'audience d'un média très puissant comme TF1 qui a beaucoup décliné. Donc la société française, de manière intrinsèque, s'était déjà fragmentée, archipélisée. Et en fait, on a un petit archipel, matérialisé par ces prénoms, qui est venu s'arrimer à l'archipel principal. Et donc, c'est pas une île dans l'archipel qui pèserait 20% de la population, c'est tout un chapelet d'îles qui s'agrège au reste du corps social. Mais si on compare ces dynamiques au regard, et vous le faites, de l'immigration polonaise au début du siècle dernier, qui constituait 40% des effectifs de mineurs, mais seulement 3% des prénoms des nouveau-nés, notamment dans le Pas-de-Calais. C'était le signe d'une assimilation réussie. Je vous pose la question, contrairement à aujourd'hui. Alors, il faut remettre les choses dans leur contexte. D'abord, effectivement, vous parlez d'assimilation. Il y avait un modèle en France qui était un modèle qu'on appelle assimilationniste. Alors, certains regrettent que ce modèle fonctionne moins bien aujourd'hui, mais il faut bien avoir en tête de la façon dont il fonctionnait. C'est un modèle qui était très inclusif et extrêmement rigoureux et exigeant. Par exemple, au début du XXe siècle, même ça a duré tout le XXe siècle, on avait une loi, c'était une loi Napoléon sur les prénoms, qui normalement interdisait de donner des prénoms étrangers à ses enfants. Alors cette loi était plus ou moins appliquée. On avait également l'école de la République, qui avait comme mission de fabriquer des petits Français, à la fois en partant des enfants qui venaient de familles étrangères, mais aussi dans les très nombreuses régions périphériques que la France comptait, la Bretagne, certaines parties du sud-ouest, où on apprenait le français, parfois de manière assez rugueuse. Quand on se souvient de ce qui était marqué sur les préaux des écoles en Bretagne, en disant il est interdit de cracher par terre et de parler breton. Et c'est aussi comme ça qu'on a fabriqué des petits Français. Pour les garçons, ensuite, il y avait le service militaire. Voilà.
Donc tout ça fonctionnait de manière assez coercitive. On ajoute à cela aussi le fait que ces immigrations passées étaient d'origine européenne. Donc on a parlé des Polonais, on pourrait prendre le cas des Espagnols, des Portugais ou des Italiens. Mais hormis le fait que ces personnes venaient de moins loin culturellement que l'immigration contemporaine, il y avait aussi un autre phénomène, c'est que ces immigrations ont été contingentées dans le temps. Elles ont duré en général 25-30 ans. Et ça a changé beaucoup de choses en termes de ce qu'on pourrait appeler les stratégies matrimoniales. C'est-à-dire qu'assez rapidement, la tendance un peu naturelle, c'est de se marier avec des gens de son groupe. Mais quand votre groupe n'est pas alimenté par de nouveaux arrivants, si on veut pas toujours se marier entre cousins, au bout d'un moment, comme les paysans d'antan, il faut aller chercher le conjoint dans le village d'à côté pour éviter tout cela. Et ce phénomène-là n'existe plus avec l'immigration contemporaine, où on a des arrivées récurrentes qui peuvent permettre à celles et ceux qui souhaitent de se mettre en ménage avec quelqu'un qui vient du pays d'origine de la famille et qui, dans son parcours, même pas d'intégration mais d'assimilation, les rapports hommes-femmes, le rapport à la religion, le rapport au pays d'accueil, eh bien, sont pas au même stade dans ce parcours d'assimilation. Vous en parlez effectivement du monde paysan qui va mal aujourd'hui, et pour la première fois, la France qui pourrait importer plus de produits alimentaires et agricoles qu'elle n'en exporte. C'est aussi un trait important dans votre livre. On ressent peut-être pas mal de nostalgie, je sais pas, peut-être Véronique, Olivier. Les Français sont nostalgiques d'une certaine époque, je ne sais pas, les années 60, 70, où ça paraissait plus simple, en tout cas vu d'aujourd'hui. Est-ce qu'on a le blues en France ? C'est-à-dire que c'est une époque où la France allait bien. La France, elle est bien. Là, tout un chacun peut quand même reconnaître que la France ne va pas bien. Et les Français ne se portent pas bien. Ils sentent bien qu'il y a quelque chose qui cloche. Vous parlez du modèle assimilationniste, pas facile à dire, mais on voit bien qu'il y a quand même une capitulation politique. On n'a plus, à un moment, voulu faire de Français. On a dit, venez comme vous êtes. À partir de ce moment-là, ça ne peut engendrer que des dissonances. On se rend compte sur le temps long que ça ne fonctionne pas. Moi, je crois que ce qui est intéressant à travers votre ouvrage, c'est de tout considérer à travers le temps long. Vous avez très justement parlé de la déchristianisation de la France, en disant finalement qu'on ne vivait plus de ce que nous avions reçu. Nous n'étions plus des héritiers, mais nous bricolions soit une pensée du bien-être, soit d'avoir une petite statue de Bouddha chez soi et d'être incinéré plutôt que de vouloir des funérailles traditionnellement chrétiennes. Donc ces choses choisies plutôt que ces choses reçues, moi évidemment me rendent très nostalgique parce que je trouve ça très triste. On est pauvre de ce qu'on ne veut plus recevoir. Non, mais on est pauvre, non, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP. Attention aux effets d'optique, sur le c'était mieux avant. Si vous prenez l'espérance de vie. Olivier d'Artigol n'est pas d'accord, c'était pas mieux avant. Non, justement. Tout n'était pas mieux. Si vous prenez par exemple l'espérance de vie, l'accès aux études supérieures, la qualité de certains aspects de nos vies, c'est quand même regardez la condition des femmes, etc. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé positivement dans la société française. Dans les années 60, Véronique, on serait pas où on est là. Mais bien entendu. Mais moi, je dis juste que ce qui fait la différence entre aujourd'hui et avant, c'est qu'on pensait le temps long. Mais heureusement, il y a eu de sacrées avancées, évidemment. Alors, juste sur ce temps long, et je termine sur le blues. Ayons aussi en tête que la France des années 60-70, c'est aussi la France de la jeunesse, de la part majoritaire de la population française, qui est les générations issues du baby-boom. Et donc, il y a une nostalgie d'une France qui est un peu mythifiée, qui correspond à la France que quand eux étaient jeunes, également. Et dernier point sur ce temps long, Jean-François Sirinelli, un grand historien, a une formule magnifique sur la France du début des années 60, qu'on pourrait un peu qualifier de la France de Don Camillo et Pépone, je parle sous le contrôle d'Olivier d'Artigol, disant Sirinelli nous dit, donc Camillo et Pépone. Sirinelli nous dit, il y avait une France du bonheur différé, avec des horizons d'attente. Chez Don Camillo, on disait c'est peut-être dur ici-bas, mais là-haut ce sera bien. Et puis du côté de Pépone, on disait camarades, ce soir le grand soir, demain la révolution, et ensuite la société sans classe. Aujourd'hui, ces horizons d'attente ont été dynamités, et le bonheur c'est ici et maintenant. C'est ce que je peux m'offrir, ce que je peux payer à mes enfants. D'où la très forte prévalence du temps court, mais également du pouvoir d'achat dans nos vies et dans le débat public. Une société de consommation. Le livre que vous venez de publier
comme les enquêtes les plus récentes, ne me font pas dire, moi, c'est foutu, c'est plié. Et c'était mieux avant. Sur beaucoup de sujets, ça n'était réellement pas mieux avant. Mais ça nous permet, sur certaines infographies, de zoomer, de s'intéresser à des sujets. J'ai été passionné de voir la cartographie des ronds-points des Gilets jaunes. Passionné de voir un certain nombre de réalités territorialisées. Mais ça nous permet aussi de dézoomer et de faire rentrer d'autres sujets et d'essayer de les embriquer. Parce que souvent, dans notre actualité, on fait un peu du zapping, on prend des sujets les uns après les autres, sans avoir la possibilité de bien souvent les développer, tandis que là, on peut s'arrêter sur des images et infographies et réfléchir à l'état existant des choses qui ne sont pas pour moi le diagnostic d'un avenir en pointillé. Il y a beaucoup de perspectives quand on termine vos études et vos ouvrages. Ça c'est bien, c'est très positif. Est-ce que vous acceptez de rester un petit peu avec nous, Jérôme Fourquet ? Bien sûr. Ah génial, comme ça vous répondez dans un tout petit instant, parce que là le temps nous manque. C'est passionnant. Non mais finalement c'est plutôt rassurant votre portrait. Non c'est vrai, c'est plutôt bon voilà, les choses changent, il faut qu'elles changent dans le bon sens. Véronique Jacquier, c'est rassurant. L'archipélisation du pays, je trouve pas ça rassurant. On n'a pas encore. Attendez, ça c'était le livre de 2019. On va demander à Jérôme Fourquet si c'est le cas aujourd'hui en France. Mais dans un instant, ne répondez pas. Il est 19h43 sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end, 19h-21h. Sur Europe 1. Europe 1 Soir Week-end. 19h-21h, Pascal de la Tour du Pin. Nous sommes toujours avec Jérôme Fourquet, directeur du département opinion et stratégie d'entreprise à l'IFOP et auteur de ce livre qui a retenu notre attention, Métamorphose française, état de la France en infographie et en images. On a beaucoup parlé du passé, on a beaucoup parlé de ce qu'était la France aujourd'hui. Nous sommes toujours avec Véronique Jacquier et Olivier d'Artigol. Est-ce que vous avez des dons de voyance pour la suite, Jérôme Fourquet? On a parlé des sorcières tout à l'heure. Exactement, c'est pour ça que je me permets de vous faire cette remarque. La sorcière qui sommeille peut-être en vous. Non, il n'y a pas trop de... Mais à quoi doit-on s'attendre avec cette société qui a tellement changé en 50 ans? Alors, sans doute à de nouvelles transformations. Puisqu'on voit comment... Mais vous arrivez à esquisser peut-être un chemin Alors, c'est pas... bien évidemment, c'est pas évident, et c'est pour ça qu'on est assez attentif, on essaie de regarder ce qui se passe en termes de signaux faibles, de voir des phénomènes émergents, mais à partir du moment où les grandes structures d'appartenance se sont délitées, beaucoup de scénarios sont possibles, puisque la palette des possibles, si on peut parler comme ça, c'est élargie. Je suis assez... attentif à ce qui se passe du côté de la prise de conscience écologique, en disant que ce sujet-là peut avoir deux grandes vertus. La première, c'est de réinstiller du temps long. On a parlé tout à l'heure de cette immédiateté, en se disant, si on veut mettre en place des politiques publiques, pour parler de ce qui s'est passé en Espagne, il faut qu'on repense les choses à 10, 20, 30 ans, et c'est pas pour le prochain mandat ou dans les deux prochains trimestres. Et puis l'autre vertu, c'est de recréer du collectif, puisque à plus de degrés, qu'on soit riche ou pauvre, encore une fois, on le voit en Espagne, tout le monde a été durement frappé. Donc ça peut être un des sujets. Donc il faudra regarder si des choses se passent sur ce front-là, par exemple. Et puis on aura aussi d'autres terrains d'observation. Alors Olivier d'Artigol, est-ce que c'était mieux avant? C'était la question un peu que l'on se posait. Vous disiez tout à l'heure, non? Sur un très grand nombre de sujets, ça n'était pas mieux avant. Si vous prenez la question de la santé publique, sur l'espérance de vie, sur un certain nombre de critères, ça n'était mieux avant. C'était pas mieux avant. Ce qui était très intéressant de voir, c'est la manière, sur un temps très long, des choses peuvent rebondir, se réaffirmer, se réincarner concernant ce qui fait un peu notre ADN national. Par exemple, notre peuple conserve une passion française intacte, hostile à de trop grandes injustices, à de trop grandes inégalités. Christophe Barbier a écrit récemment un beau livre là-dessus, sur le fait que, par exemple, sur la question fiscale, sur la taxe de trop, ça peut exploser dans notre pays. Mais comme les Gilets jaunes. C'est venu sur les Gilets jaunes, mais ça vient de la Fronde. Déjà, sous la Fronde, c'était ça. Les bonnets rouges. Les bonnets rouges. Et donc, il faut voir qu'il peut y avoir justement des lignes de fond, des lignes comme ça qui sont très fortes dans notre inconscient, dans notre imaginaire, qui peuvent ressurgir, faire irruption de nouveau sous différentes formes. Est-ce que vous aviez vu venir les Gilets jaunes ou pas? Non, bien sûr. Sous cette forme-là. Non, bien sûr. Et on était très
circonspect quant à cette mobilisation. Sur les premiers ronds-points. La veille du fameux 17 ou 18 novembre 2018, on a cartographié via les réseaux sociaux tous les lieux de rassemblement, mais il n'y avait aucune force politique, aucune force syndicale. On a dit, est-ce que la mayonnaise va prendre ou pas? Et puis une fois que ça s'est enclenché, au bout de quelques jours, comme vous l'indiquiez, on a reconnu une cartographie, un certain nombre d'éléments du pulse en disant on voit bien quels sont les territoires qui se mobilisent, quel est le type de public, avec presque des jacqueries. Et donc on a vu réapparaître sur les ronds-points toute une iconographie révolutionnaire. Donc il y avait des bonnets phrygiens, on a parlé des cahiers de doléances, on avait le drapeau bleu, blanc, rouge. Dans certains endroits peut-être un peu virulents, on avait aussi des pics ou des reproductions en carton des guillotines. On a parlé aussi d'Emmanuel Macron et de son épouse comme un peu les figures de on a des relents révolutionnaires au fond de nous. C'est ça, Jérôme Fourquet. Alors, momentanément, c'est très français on voit quand même que ce sont des révolutionnaires qui ne tiennent pas là encore sur le temps long. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu de matrice révolutionnaire. Les Gilets jaunes, ça a duré ce que ça a duré et il n'y a pas eu d'incarnation. Donc moi j'ai une question à vous poser par rapport à votre constat et je m'inscris évidemment en faux par rapport à ce que dit Olivier d'Artigol. Je suis tout à fait d'accord avec lui, évidemment. C'est pour ça que moi ce qui m'inquiète, c'est qu'à partir du moment où on n'est plus capable d'œuvrer sur le temps long, d'œuvrer pour le bien commun avec des hommes charpentés pour le temps long et donc qui au sortir de la guerre venaient tous d'une matrice chrétienne, judéo-chrétienne, on se retrouve avec des gens qui sont disloqués, archipélisés, mais même à l'intérieur d'eux-mêmes. Quand vous n'êtes plus souverain de vous-même, si ce n'est dans un mode compulsif en termes de pouvoir d'achat, vous ne pouvez pas être souverain comme citoyen pour construire une nation, pour construire de nouveau une civilisation et pour construire un avenir. Moi, voilà mon constat. Alors, Jérôme Fourquet. Pour revenir aux Gilets jaunes, on pourrait prendre... On a parlé aussi du mouvement des bonnets rouges, on a parlé des émeutes de banlieue, on pourrait prendre aussi un phénomène qui avait occupé certains médias il y a quelques années sous François Hollande, ce qu'on appelait le mouvement Nuit debout. Et donc on voit que de tout ça, aucun journal, aucun média, aucun leader, aucun courant de pensée, aucun syndicat n'est sorti de ces crises. On aurait pu voir arriver des gens qui prennent la lumière, qui s'organisent, qui se structurent. Mais c'est bien le problème. Mais tout ça est retombé. C'est bien le problème aujourd'hui. On ne voit pas de leader émerger. Alors ça, c'est une partie de la réalité et qui est tout à fait vérifiable. En même temps, comme dirait l'autre, on voit également que dans notre pays du fameux millefeuille administratif, nos 35 000 communes, nos départements, nos régions, nos communautés de communes, nos agglomérations, on a 500 000 Français qui sont élus locaux. 500 000. Et on a 50 millions d'électeurs, donc c'est un électeur sur 100 qui est élu, et l'essentiel d'entre eux, les gros bataillons, ce sont des conseillers municipaux, majorité ou opposition. Parfois, il n'y a pas de différence, parce que dans de nombreuses communes, il n'y a qu'une liste. Et donc, on voit comment, même si on n'est plus dans la France de Don Camillo et de Pépone avec deux grands blocs, on a encore tout un tissu partout dans le territoire de gens, on pourrait prendre aussi le milieu associatif, ce que j'allais vous dire, qui sans forcément être mus par une philosophie politique ou religieuse ou un grand dessein, eh bien, ont encore en eux chevillé le bien commun ou l'intérêt collectif. Alors, c'est parfois pas tellement théorisé, c'est souvent une échelle locale, mais c'est des gens qui mouillent le maillot, et quand on vit dans cette France-là, on voit le rôle éminent que ces individus peuvent jouer. Rappelez-vous que le pouvoir qui se dépeint comme le nouveau monde avait un peu snobé cette France des corps intermédiaires, et que quand la crise des Gilets jaunes a éclaté, c'est d'abord vers les maires des communes, les maires ruraux, que Emmanuel Macron s'est tourné. Le premier grand débat, les fameux, était en direction de ces maires. De la même manière, quand le Covid a frappé la France, on a vu qui, au niveau local, a organisé, j'allais dire, la riposte, en allant chercher des masques, en livrant des repas dans les EHPAD. C'était encore ce maillage d'élus locaux. On a le sentiment d'avoir une France extrêmement divisée aujourd'hui. Je crois qu'elle l'est. Une France qui ne se comprend plus. On a l'impression qu'il y a plusieurs clans qui se parlent, qui s'invectivent, mais qui ne se comprennent plus. Est-ce que cette situation
peut évoluer dans le bon sens. Alors, on verra. Là encore, si on regarde dans le rétroviseur, attention de ne pas tout repeindre en rose. Les affrontements politiques en France, Olivier d'Artigol parlait de ligne de fond sur notre vieille passion égalitaire, notre tempérament révolutionnaire. Il y a aussi le tempérament à la dispute et à la confrontation politique parfois très violente. À une différence près par rapport à aujourd'hui, c'est que souvent c'était en mode bipolaire, ou en mode binaire, c'est-à-dire les blancs et les rouges ou les blancs et les bleus selon les régions, et que tout ça était assez structuré. Nos institutions, notre culture politique ont été aussi façonnées par cet affrontement bipolaire. La complexité du moment dans lequel nous vivons, dans lequel nous sommes, c'est qu'il y a toujours un affrontement politique qui a repris en température, si je puis dire, mais de manière beaucoup plus fragmentée. Et voyez comment se comporte un système électoral à 2 tours quand vous avez 3 blocs politiques ou 3 forces politiques de poids à peu près équivalent. On a le paysage qu'on observe à l'Assemblée nationale où on s'invective, on s'envoie des noms d'oiseaux, mais si on reprend les récits de la Troisième République, des débats parlementaires sur la Troisième République, c'était assez violent, mais il y avait que 2 camps. Aujourd'hui, il y a 3 camps, et aucun de ces 3 camps ne peut faire alliance avec l'autre, ce qui donne le sentiment de l'impasse et de l'instabilité politique, mais je ne suis pas sûr que la conflictualité politique soit aujourd'hui plus forte qu'elle n'a jamais été dans le pays, parce qu'on a connu des périodes où c'était très, très tendu et très violent. Merci beaucoup, Jérôme Fourquet. Merci à vous. Olivier d'Artigol, on n'a pas fini d'en commenter de l'actualité ensemble. Juste ce que nous dit Jérôme Fourquet et voilà le portrait de notre société. Remarquable livre, je le conseille vraiment. Merci beaucoup. Cette semaine. Voilà, vous voyez, vous avez fait beaucoup d'émules et il faut arriver avec des biscuits un peu en débat. Il faut se lire. Il est formidable, Olivier d'Artigol. Il est le bienvenu dans ce studio quand il veut. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Métamorphose française, état de la France en infographie et en images aux éditions du Seuil. Merci beaucoup, c'était passionnant. Merci à vous. Merci de votre invitation. C'était passionnant. Merci.